Yes, a priori, on est live. Ouais. Est-ce que les gens qui sont présents nous entendent? Bonjour à tous. On ne voit pas les personnes. Je vois que vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints pour ce webinaire. Merci à vous. Je vous invite à vous manifester dans la chatbox pour ceux qui sont déjà présents. Je me répéterai peut-être au fur et à mesure, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou et aussi à poser vos questions. Bonjour Alexis, bonjour Antoine, bonjour Jean-François. Merci d'être présent. Bonara, hello. Bonjour à On va tous. laisser quelques minutes à tout le monde pour prendre place. On a quand même pas mal d'inscrits aujourd'hui. On vous laisse quelques minutes et puis on va commencer. Moi, je suis en webinaire. Bonjour Clémentine. On se donne jusqu'à quelle heure, Sarah? On va se prendre 2-3 minutes. Ouais. On va se prendre 2-3 minutes et puis quand on aura tout le monde qui sera connecté, on pourra lancer les festivités. 11h02, 11h02, on va attendre peut-être jusqu'à 11h04 si c'est OK pour vous. Je vois Yes. que les gens commencent à se connecter. Hello Yasser, hello Loïc. Pour ceux qui nous rejoignent, on va débuter dans pas longtemps. On est en présence de Maxime, Lauriane et Lucas. Et on va parler IA générative. Ok, salut François. Bon, pour l'instant, on est une vingtaine. Merci à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à vous manifester dans la chatbox. Vous posez vos questions tout au long du webinaire. On va tâcher d'y répondre. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos points de vue. On se gardera une petite session Q&A à la fin, mais ce qu'on fera, c'est peut-être au fur et à mesure du webinaire pour pas perdre le fil. Si on voit des questions qui sont hyper pertinentes par rapport au sujet qu'on est en train de couvrir, on prendra la question tout de suite. On évitera d'attendre la fin de la session. Ok, il est 11h03. On va nous mettre en retard. Ce que je vous propose, c'est qu'on débute. Allez. Donc déjà, merci Lucas, merci Lauriane, merci Maxime d'être présents avec nous aujourd'hui pour évoquer concrètement l'IA dans la vie terrain, appliquée à des métiers de terrain et comment ça se concrétise, comment ça se présente. Donc on va évoquer à la fois la dimension stratégique mais aussi la dimension hyper pratique. Je crois que vous avez des cas clients à nous présenter. Ce que je vous propose, c'est peut-être rapidement vous présenter. Lauriane, je te laisse la parole. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis directrice chez First Group et j'encadre les activités de conseil et de régie pour l'ensemble des métiers learning et RH, dont l'activité aussi EdTech qui nous concerne aussi un petit peu aujourd'hui. Super. Maxime, est-ce que tu veux te présenter? Oui, avec plaisir, merci Sarah. Je suis Maxime Favereau, je suis consultant, on va dire senior maintenant en learning and development, avec une grosse expertise sur l'IA générative et depuis peu chez un client chez qui je fais de l'innovation L&D. Donc à l'heure de l'IA générative, c'est plus qu'important. D'accord, super. Et Lucas? Yes, merci Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, Lucas Vintric, je suis responsable des partenariats chez Bidiz, dont Bidiz est partenaire de First Group. Et on a du coup pris pour habitude d'échanger de nos différentes pratiques et de réponses complémentaires pour justement accompagner les clients dans soit des réflexions de transformation globale liées au learning. Et nous, en tant que solution technique, on vient
on va dire, agrémenter toute la partie accompagnement et conseil que peut apporter First Group. Ok, super. Bah, écoutez, je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes Alors tous les attends, trois. j'ai juste une petite remarque. Il y a François Barraud qui dit que la vidéo ne fonctionne pas. Donc peut-être que ça peut être problématique si c'est le cas pour tout le monde pareil, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on rebondit là-dessus ou pas? La vidéo ne fonctionne pas, c'est-à-dire, François? Eh bien, je ne sais pas s'il peut s'exprimer ou pas, mais ah, Isabelle Drouet dit que ça marche. Ah, bah, alors ça ne fonctionne pas que du côté de François, du coup. Mince. Bon, désolé Ok. François. Ouais, non, Bon, ça ça- fonctionne apparemment du côté de tout le monde, donc bon, c'est Et merci pour vos retours. Ok. Ok. c'est bon, ça y est, c'est reparti. Tout Ok, fonctionne. super. Merci, Lauriane. Du coup, donc, si j'ai bien compris, donc, tous les trois, vous êtes confrontés à la réalité et notamment à ce qui se passe avec l'omniprésence un peu de la technologie, de l'IA, qui aujourd'hui est vraiment omniprésent dans nos vies professionnelles et personnelles. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez pu observer en tant que directrice learning, toi, Lauriane, par exemple? Mhm. Donc sur moi, ma partie en tant que directrice conseil et plutôt régie, on peut passer sur sur la suivante. C'est oui, effectivement, on dit omniprésente. Et moi, je rajouterais entre guillemets, ouais, surtout dans les réflexions, en fait. Parce que moi, au regard de tous les échanges et des missions conseils que je peux faire, dans les faits, dans les pratiques et dans les actions concrètes, c'est encore quand même difficile d'intégrer l'IA. Et encore plus difficile quand il s'agit de l'intégrer l'IA dans une stratégie beaucoup plus globale. Et je me rends compte que, et ça, je pense qu'après, Lucas, tu pourras aussi en parler, et Maxime aussi, que c'est quand même difficile de la déployer, cette stratégie IA, et de l'intégrer, en tout cas, dans les flux de travail, à aujourd'hui. Hein. Moi, mon constat, je vais plutôt parler du côté stratégique. C'est dans les missions de conseil, je reviens toujours sur le même constat et le même sujet, c'est que l'IA ou l'outil, c'est au service d'une stratégie et non l'inverse. Et moi, j'interviens souvent sur ce côté-là, c'est que l'outil a été implanté sans avoir pensé finalement l'ambition et la stratégie. Donc on revient toujours, et ça c'est hyper important pour moi de dire ça, c'est quelle est l'ambition, mon ambition learning, et quelle est ma stratégie d'apprentissage pour l'école bleue à 5 ans. Et en fait, la question, elle semble assez simple, mais c'est pas si évident que ça pour mes clients d'y répondre. Donc, en gros, si je dois faire une synthèse, en tout cas, de ce sujet-là au niveau stratégique, c'est qu'il n'y a pas d'outil sans ambition et sans stratégie claire. Voilà. Après, je me rends compte que, et ça, c'est lié aux enquêtes que j'ai menées en 2025 auprès d'une quarantaine de directions LND, elles ont vraiment exprimé l'ambition d'offrir au col bleu, en tout cas, la même opportunité de développement des compétences qu'au col blanc. Pour servir la performance RH et business, bien évidemment. Elles ont souvent le why, le pourquoi, elles ont souvent l'ambition macro, mais quand on essaie de rentrer avec elles dans le détail sur le comment et sur les leviers, on rencontre toujours les mêmes difficultés, les mêmes freins dans des environnements complexes, dans des organisations décentralisées, avec des enjeux d'accessibilité, quelquefois de barrière de la langue, avec beaucoup de sites de production et de lignes de production avec des rythmes de travail qui sont cadencés différemment. Et là, on se rend compte qu'il y a un vrai frein et que l'outil n'est pas la solution à tout. Et ce qui est positif, c'est vous allez de plus en plus vers de l'individualisation, de l'adaptive learning, et sincèrement, les outils y aident beaucoup. Et les retours, en tout cas, que j'ai d'initiatives qui sont mises en place et qui ont été lancées et testées sont quand même, les retours sont très, très satisfaisants. Et si je peux me permettre un dernier constat, c'est sur les équipes learning. Je trouve, et Maxime, tu pourras rebondir, que l'utilisation de l'IA au sein même des équipes learning devrait être vraiment une priorité, une très, très grosse priorité. Je ne vois pas aujourd'hui de dispositif de montée en compétences, d'upskilling ou de reskilling pour les équipes learning sur ce sujet IA, alors que sincèrement, c'est quand même ultra puissant, et l'utilisation de l'IA dans nos métiers learning, elle est quand même vertigineuse. Tu pourras en parler, Maxime, mais en termes de gains de production, la qualité des productions qu'on peut faire, les usages marketing qu'on peut en faire, et tout ce qui a la logique de data derrière quand on utilise l'IA, c'est quand même ultra puissant. Donc moi, je vous dresse mon panorama qui est plutôt version à mon conseil, mais c'est vraiment les grands constats que moi je peux en tirer aujourd'hui. Et c'est vraiment macro. Hein.
Et c'est un bon constat, Lauriane, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Pour moi, je pense qu'on a pris un peu le mauvais côté de former à l'IA. On a voulu former à l'IA comme on a toujours fait avec tous les outils existants. Sauf qu'on n'est pas sur une technologie qui est comme un Word, un Excel ou autre chose. On est sur du soft skills, du hard skills, du change. Si les collaborateurs n'ont pas envie de mettre à l'IA, ils s'y mettront pas. S'ils ont envie d'utiliser leurs IA perso comme Gemini, qui est plus performante que mon GPT interne, bah, ils vont être coincés là-dessus. Donc, il y a le point de vue l'envie des collaborateurs qui n'est pas encore axée. On leur donne des prompts, ça marche pas trop. On met des programmes ambassadeurs. Perso, je suis un ambassadeur et après, c'est mon point de vue spécialiste IA. Il faut vraiment embarquer les équipes, faire des suivis réguliers et pratiquer pour qu'en fait le déclic se fasse. Retour d'expérience, une personne très proche à moi, elle a mis 2 ans pour créer son premier GPT et être en mode AI compliance, on va dire. C'est-à-dire que se mettre tous les jours sur l'IA, se dire ok, j'ai un problème, comment je fais, avec quel outil. Et les outils, donc nous on est sur une posture de conseil d'accompagnement, moi c'est mon côté hard skills, soft skills, à développer, accompagner les équipes. Et pour ça, il nous faut des outils clairs, efficaces, simples, que ce soit col bleu ou col blanc, dans tous les cas. Si la technologie est bien amenée, donc on a une technologie avec Lucas qui nous présentera Didiz, et notre posture conseil, les deux sont indissociables. Si vous lancez la technologie, surtout cette technologie, ça va faire plouf. Si vous lancez on fait c'est super cool, mais la technologie n'est pas à niveau, ça va faire plouf. Il y a 2 effets, et dans tous les cas, il faut que le niveau humain et le niveau tech soient au même niveau. Ouais, exactement. Et alors justement, pour illustrer ça, une des grosses choses que nous, on a pu observer et remarquer, justement dans l'usage de l'IA dans cette stratégie learning, c'est que en fait, on n'a plus besoin d'avoir des IA, en tout cas, on n'a pas besoin de chercher des IA généralistes qui savent tout faire. L'objectif pour que ce soit bien appliqué au monde du learning et justement ces enjeux de formation, on a besoin d'avoir des IA qui soient 100% dédiés au métier et qui vont s'appuyer sur des vrais process, des vrais contenus internes par rapport à l'entreprise, etc. Et que ça ne va pas juste être des réponses vagues et généralistes. Ça, c'est un premier point qu'on a pu constater de notre côté. Donc, c'est ce besoin concret là, d'avoir des choses fiables et pertinentes et avec une dimension sécurité aussi. Un autre point qui est très important dans l'usage de l'IA, notamment lié aux populations terrain, c'est cette fameuse histoire de rééquilibrage historique en faveur du terrain. Pourquoi ? Ça, c'est des chiffres qu'on a pu récupérer aussi d'une étude. Maintenant, les travailleurs terrain représentent plus de 50%. On est plutôt même proche de 60% des actifs dans les entreprises. Et jusqu'à aujourd'hui, l'IA, on l'a toujours pensé comme un outil qui venait surtout outiller les personnes dans les bureaux, au niveau managérial, etc. Sauf que, en fait, l'objectif de l'IA adapté au terrain, c'est que ça soit un nouvel outil à disposition qui va réarmer les populations terrain pour pouvoir mieux se positionner dans ces usages-là. Et la dernière chose, c'est plus le passage vraiment à de l'IA, donc ce qu'on appelle l'IA agentique. Et c'est le but là, de notre échange, c'est de montrer comment on a pu adapter l'IA, les agents IA aux populations terrain. Ça va être on était sur un stade très conversationnel, maintenant à un stade agentique pour mettre les gens dans l'action, avec vraiment un objectif qui n'est pas juste de pouvoir discuter avec elles, mais l'IA va pouvoir orchestrer leur apprentissage, va pouvoir les pousser à suivre des contenus auxquels ils n'auraient pas forcément pensé ou avoir accès. Et ça va plus être juste là pour apporter des réponses, quoi. Ok. Mais, du coup, maintenant qu'on a posé un peu le cadre, le contexte, selon vous, quels seraient les enjeux d'apprentissage aujourd'hui pour pouvoir justement faire en sorte que ce soit adopté correctement? Alors, Tu veux oui, je peux prendre la main et j'ai toujours la vision un petit peu plus globale et vision direction learning. Donc, moi, je suis un peu là pour prendre un petit peu de hauteur et de recul. En tout cas, ce qui se présente en termes d'enjeux d'apprentissage, c'est dans les questionnements, les réflexions des directions et des DRH, c'est comment être toujours time to market et toujours être just in time dans
dans les offres de contenu que l'on propose et comment on peut être toujours impactant, notamment auprès d'écoles bleues, quand le réglementaire prend toute sa place. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, les directions de learning me disent 90% de mon budget, c'est sur le réglementaire. Comment je peux attirer et embarquer l'école bleue? Donc, moi, je donne juste une petite réflexion qui me passionne depuis 2 ans et qui est en train de se mettre en œuvre au sein des directions. C'est à pousser de votre côté, c'est de donner le budget, en tout cas des forces et la gestion des formations réglementaires à une direction compliance. Donc comme ça, le learning, lui, aura toute sa puissance à pouvoir se concentrer vraiment sur des contenus et des offres d'apprentissage qui seraient impactantes et attractives pour l'école bleue. Après, pour toujours prendre un petit peu de hauteur, l'autre enjeu pour les directions learning, c'est de comment mieux piloter et valoriser les actions learning terrain avec la data. Et là, je vous donne juste un exemple de benchmark que j'ai de Renault, qui a réussi à créer une API, en tout cas, entre son outil de production et son LMS. Et lui, ça lui a servi à mieux suivre et valoriser les heures de formation au poste de travail. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant, justement, pour valoriser ce qui se passe sur le terrain. Et après, l'autre enjeu, c'est plutôt, c'est pas l'intégration, en fait, stratégique des outils. Pour moi, c'est ni un enjeu d'adoption, c'est technologique, c'est comment en fait alors comment je peux vous le dire? C'est plutôt un enjeu, excusez-moi, d'intégration et d'embarquement en fait qui sont bien pensés pour les collaborateurs. On a beau mettre n'importe quel outil, mais c'est comment je l'intègre et comment j'embarque mes collaborateurs et notamment col bleu. D'ailleurs, les cols blancs sont aussi concernés. Et globalement, ce qui ressort, c'est notamment dans le retail et dans l'industrie, c'est le poids qui est mis sur les relais et les ambassadeurs sur le terrain, les ambassadeurs de la culture d'apprentissage. Donc ça, pour moi, c'est une des choses clés. Je pense peut-être que Lucas t'en parlera aussi et Maxime aussi, notamment sur les ambassadeurs IAG. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le change. On oublie souvent, on met l'outil en place, etc. Mais globalement, est-ce que vous avez pensé votre stratégie de change? Parce que tout le monde est impacté par l'adoption d'un outil, l'adoption de l'IA. On pense à l'utilisateur final, mais en fait, c'est tout un écosystème qui est touché. Donc, vraiment, organisez toute votre stratégie de change autour de tout ça. Et oui, c'est du change, mais c'est différent de ce qu'on a pu, comme je l'ai dit, de ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. Je vois beaucoup, en tout cas sur cet accompagnement, il faut vraiment une connaissance de l'outil avant de se dire on va faire du change. Je vois beaucoup en gros, pour des postes à responsabilité, on veut déployer un programme de formation sur l'IA générative, on dit on met des ambassadeurs. Et souvent, la personne qui recherche, c'est un technicien qui connaît l'IA. Parce qu'on est sur l'IA, on va dire on va mettre une personne qui connaît l'IA. Mais c'est comme si on devait former à Excel avec un spécialiste d'Excel, mais technique. En gros, la formation d'IA générative se passe par du change, de l'humain. Au Unleash l'an dernier, il parlait de l'anxiété liée à l'outil. La technologie, elle est valide, elle est viable, elle fonctionne. Il y a des nouveautés qui arrivent tous les jours. Les agents en font partie et c'est très performant. Mais comment l'appréhender? Et je reviens toujours sur le fait, il y a des jalons qui arrivent, il faut passer par la case LLM. Passer par la case ChatGPT, création d'images, création de vidéos, embarquer les équipes. Quand vous prévoyez un programme d'ambassadeur IA, il faut vraiment un suivi. C'est pas on donne des prompts, on donne un programme en se disant bon, attends, on fait un rendez-vous. C'est que c'est des choses récurrentes. La cellule qu'on a chez First Group, c'est tous les mois depuis 2 ans, je crois. Cellule, c'est tout le temps. Et c'est vraiment des personnes qui sont membres des directeurs learning qui ont compris l'enjeu pour leurs équipes et qui permettent de se tenir au courant parce que l'afflux des informations qui arrivent est assez importante et les technologies qui émergent sont importantes. Sachant qu'une technologie qui arrive demain sur le marché, elle est soit open source, accessible à tout le monde, soit chez un éditeur, une start-up. Donc, il y a 2 options. Soit elle disparaît dans 2 mois, comme beaucoup de start-up le font, soit elles sont incubées vers un éditeur. Et à ce moment-là, il faut quand même savoir l'utiliser. Donc, cette veille doit être faite par les ambassadeurs IA. Ce n'est pas juste on est ambassadeur pour avoir le nom d'ambassadeur et on a coché une case au niveau de la direction. Vous voyez, on a les ambassadeurs. Au niveau de l'IA, on doit faire de la formation. Vous voyez, on a formé, on a fait un module e-learning. Non, c'est plus profond que ça. Certes, ça coche des cases. Certes, on est plutôt bien au niveau de la ligne. Et ce n'est pas pour ça que les équipes seront plus productives. Je pense que c'est ce qui manque en ce moment sur le retour sur investissement. Il n'est pas éprouvé parce qu'on n'a pas formé les équipes à la bonne utilisation et on n'a pas accompagné. C'est pas inné. Et je voulais mettre le schéma, on en parlait ensemble, Lucas et Lauriane, qui était un schéma d'OpenAI, finalement, en faisant des recherches. C'est un super schéma qui dit que sur 3 milliards de personnes dans le monde,
Je crois qu'il y a peut-être 2 millions qui utilisent vraiment l'IA avec une version abonnement payant. Et toutes les autres personnes sont soit des personnes qui n'ont pas de connexion Internet, sont trop sur le terrain, ne sont pas accompagnées. Et ce schéma est faux. Donc, je suis allé remonter les sources, il n'y a pas de source dédiée. Donc, je ne l'ai pas mise dans le format parce que c'est peut-être une invention. En tout cas, c'est un fait, c'est qu'on n'a pas accompagné les équipes. On leur a peut-être pas fourni l'outil qu'il fallait. À la limite, il faut être expert sur un ChatGPT, expert sur un Gemini, expert sur un Claude et vraiment acculturé. Dès qu'il y a une nouvelle feature qui sort, comme Claude sort Dispatch dans un mois, ça permet de prendre en main Claude à distance. Claude a fait ça parce qu'il y a un mois, un programme qui s'appelait OpenClaw permettait la prise à distance de son PC via téléphone. Donc maintenant, si j'ai envie de faire quelque chose chez moi, Lauriane, si j'ai besoin de faire un compte rendu, je prends mon WhatsApp, je lui parle à l'oral et OpenClaw sur mon poste va faire le travail. J'ai vu. OpenClaw n'est pas sécurisé, mais c'est une solution qui est intégrée chez Claude maintenant. Et elle devrait arriver sur Claude. Voilà, donc Dispatch arrive, je pense pour les utilisateurs premium déjà. En tout cas, ces solutions-là, elles sont très nombreuses, donc il faut acculturer, il faut comprendre. Ou vous avez une solution qui est aussi plus opérationnelle, mais il faut une culture facilitante, comme Bidis, qui offre les agents et commencer à utiliser ces agents. Surtout pour l'école bleue. C'est pas notre cible principale des LLM, c'est vraiment, on est loin de là, c'est pas notre cible. En tout cas, moi, c'est pas la cible que j'utilise principalement. Souvent, c'est des cols blancs, mais voilà, c'est parce que j'ai des technologies qui sont dédiées au col blanc et c'était dédié à ça. Maintenant, l'école bleue, merci Bidis de t'attaquer au col bleu parce qu'ils sont délaissés. Et embarquer une personne, c'est embarquer 10 personnes. Si une personne valide, elle devient votre ambassadeur et on embarque tout le monde. Ouais, justement, Lucas, tu veux peut-être rebondir? Ouais, parce que nous, les enjeux d'apprentissage et du coup, là, de quelle manière on va pouvoir adapter l'IA à ces usages-là qu'on va retrouver sur le terrain. Bon, il y a déjà des petites infos à avoir en tête pour ceux qui nous écoutent, mais on a 54% des travailleurs de terrain qui déjà renoncent à se former parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc déjà, il a fallu trouver comment amener l'IA agentique pour qu'elle s'inscrive dans ces problématiques-là de leur quotidien qui sont gérer mon temps de travail et gérer le temps dédié à la formation. D'ailleurs, dans les chiffres que je donne, n'hésitez pas à scanner le QR code que vous voyez. C'est l'étude IFOP qu'on a réalisée il y a 2 ans et qui a permis de statuer beaucoup de choses chez nous sur la manière d'adresser les populations terrain. Vous allez retrouver pas mal de chiffres et d'infos. Donc nous, voilà, ce qu'on remarque, en tout cas, et sur les enjeux d'apprentissage et comment on a pu adapter les agents IA à toutes ces choses-là. J'ai parlé du manque de temps. Il y a aussi le fait que les managers sont sursollicités, notamment sur des sujets comme on retrouve beaucoup ça dans le retail ou dans la restauration. Ça va être des enjeux d'onboarding et de formation rapide. On a du turnover, on a des saisonnalités. Il faut vite que les gens les nouveaux employés puissent être opérationnels. Tout ça, on va du coup s'adapter à avoir des agents IA qui vont justement délaisser un petit peu le rôle du manager de proximité pour accélérer cette montée en compétences. Il va y avoir les enjeux aussi liés à l'accessibilité qui est limitée. Encore une fois, il y a plein de secteurs d'activité sur lesquels on va retrouver des équipes qui sont dispersées, qui ne sont pas équipées, donc qui ne vont pas forcément avoir de mail pro ou de PC. Et donc, il a fallu adapter, en tout cas, amener l'agent IA dans la poche sur mobile de ses collaborateurs terrain pour qu'ils puissent justement l'utiliser juste à bon escient, au bon moment, et que ça réponde à un vrai sujet de formation. On disait l'engagement terrain, adapter la formation à toutes leurs contraintes, c'est un des points très impactant et qui va faire la réussite d'un projet de déploiement d'agents IA chez ces populations-là. Et c'est surtout que ça va avoir un impact direct sur l'expérience client. 70 à 80% de l'expérience client, elle est délivrée par le terrain. Quand vous allez en boutique, c'est les personnes que vous voyez là qui vont avoir un vrai effet sur vous en tant qu'acheteur, par exemple, si vous rentrez dans un magasin. Et ça ne va pas être les équipes qui sont au siège et qui prennent les grandes décisions. Donc, compte tenu de tous ces enjeux-là, nous, il a fallu qu'on trouve le moyen de bien paramétrer ou de bien penser ces agents IA pour qu'ils viennent répondre à ces problématiques rencontrées par l'école bleue. Une des données très importantes qu'on peut aussi noter ici et qui fait partie de c'est que dans une journée,
en moyenne, un collaborateur sur le terrain, il va avoir que 4 minutes d'un coup de disponible à la suite pour se former. Et donc, via les formats qu'on a implémentés dans Bidis, etc., et l'adaptation de l'IA à ces formats-là, permet de les accompagner sur des temps assez courts. Et j'ajouterais quelque chose, et en plus une solution, pour info, voilà, quand je fais de la veille, la veille, elle est dans mon téléphone portable. Et surtout, c'est surtout que c'est tous les jours. C'est que toutes les 10 minutes, je vais sur le site web, je regarde ce qui se fait, parce que c'est dans ma culture. Et maintenant, j'ai l'IA Power, on va dire. C'est l'IA bankable, c'est ancré en moi. Donc, le change a été fait, j'ai la bascule qui est faite. Si vos collaborateurs n'ont pas le temps de se mettre à l'IA, une solution comme Bidis ou autre solution interne, déjà, ça, c'est un premier pas dans le sujet. Bien sûr, en les accompagnant, mais l'idée d'avoir sur son téléphone Bidis qui facilite la vie des managers de proximité, c'est très bien, parce que s'il n'a pas le temps d'aller tester les solutions IA, au moins, il a quelque chose qui est pratique, en plus, qui apporte quelque chose sur son travail de tous les jours. Voilà, exactement. Et je voulais juste rebondir aussi, parce que Isabelle a posé une question dans le chat. Lauriane a répondu sur une première partie. Dans la manière dont Bidis déploie des agents IA chez le client, c'est pas le client nous a formalisé un problème et on va lui donner un agent IA qui va résoudre. En fait, la logique d'accompagnement du client, elle est avant tout pédagogique. L'objectif, c'est que ça vienne servir le learning et que ça vienne optimiser la manière d'apprendre avec des objectifs d'apprentissage qui sont clairs. Donc, avant de créer l'agent, il y a un vrai travail où on va se poser avec les équipes learning ou avec les équipes de conception qui vont nous exprimer quel est le besoin, on pourra en parler sur les exemples à la fin, mais on va prendre leurs besoins, on va écouter les objectifs d'apprentissage derrière ça et on va paramétrer ensemble avec le client l'agent IA pour qu'il soit le plus pertinent possible et qu'il vienne répondre. Si on parle de l'agent, un agent IA de simulation, il va venir servir une typologie de simulation pour une typologie de métier. Si on parle à des vendeurs, les vendeurs, ils vont simuler, ils vont s'entraîner sur quelque chose de différent que un ouvrier sur un chantier, par exemple. Donc, il y a vraiment ce gros travail effectivement, on passe par toutes ces étapes de comprendre l'utilisation, quelle va être la stratégie, quels sont les objectifs d'apprentissage. Et une fois qu'on a bien défini tout ça, on pense produit et on amène la solution produit. Une vraie logique de co-construction et de client-centricité pour s'assurer que tout corresponde. Isabelle, du coup, a rebondi. Elle se demande comment surmonter des enjeux de non-équipement terrain et de statut légal de salarié du magasin et non d'un groupe qui lui propose des formations à ses adhérents dans la grande conso. Apparemment, début de mission demain et en plein dans les enjeux, donc je crois que le sujet est hyper chaud. Est-ce qu'on aurait dû répondre j'aurais préféré plutôt échanger en live que parce que la question est quand même assez complexe. Il faut juste comprendre l'enjeu. On part l'autre, on met ça de côté et peut-être on reviendra avec des exemples. En tout cas, ça peut être une première réponse qui permet de surmonter certains enjeux, justement. En tout cas, Isabelle, si vous parlez d'équipement terrain, potentiellement, les salariés ou les collaborateurs qui sont concernés ne vont pas forcément avoir de téléphone pro, par exemple. En fonction du secteur d'activité, on a des solutions de contournement. Je pense dans le BTP, dans la construction, on a des clients qui, du coup, mettent à disposition des tablettes dans les espaces de repos ou de pause, déj, ce genre de choses, qui seront open à utilisation exclusivement sur l'usage de l'application Bidis, mais qui va permettre du coup sur un temps de pause donné à X collaborateurs d'avoir accès à des modules de formation pour aller s'entraîner sur quelque chose où ils ont besoin d'aller vérifier des procédures sécurité, voilà, etc. Donc, on trouve toujours des moyens. C'est vrai qu'il y a quand même parfois des limitations. Après, c'est encore une fois, qu'est-ce qui est prêt à faire le client en termes d'investissement pour être sûr d'impacter tout le monde et d'engager tout le monde dans ses programmes de formation versus je ne prends pas trop de décisions et comme d'habitude, je vais pouvoir former que les mêmes personnes. Et bon, ça, c'est un autre. Et après, c'est le même problème que j'avais rencontré moi chez Fast Retailing où c'était des équipiers boutiques, pas d'espace pour former. Il y avait une tablette. Toutes les boutiques étaient différentes. Il y en a qui avaient des réserves, il y en a qui n'avaient pas de réserve. En fait, les problématiques qu'on avait avant l'IA ou avant la technologie
avancées et sont récurrentes. Dans mon Mm. stage chez McDonald's, c'était formation équipier avec des tablettes au niveau du restaurant, en cuisine et ainsi de suite, auprès des caisses. Donc, c'est... Disney, pareil, hein, j'ai eu pareil pour la restauration. Hein, Voilà. voilà. Okay. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est vrai qu'on est en train d'aborder finalement les thématiques suivantes. Donc, quand on parle solution aujourd'hui, ce qui est fait concrètement, on a commencé à en parler. Mais si toi, Maxime, tu voulais partager un peu tes retours terrain ou en tout cas ce que tu as pu observer et mettre en place. Écoute, c'est vrai que on a déjà spoilé pas mal de choses dans nos échanges. C'était voilà sur la notion d'ambassadeur qui est, et je pense de plus en plus en le côtoyant au quotidien, c'est que on n'a pas vraiment le côté ambassadeur. Il y a beaucoup d'organismes qui proposent une logique d'ambassadeur, mais c'est sur le papier, vos ambassadeurs, on leur fournit ça, on leur donne un guide, et la réalité du terrain, chez mon client actuellement, clairement, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Donc, comment embarquer des gens qui n'ont pas le temps c'est pas des codes, c'est quand même, voilà, c'est un grand groupe. On reçoit des mails tout le temps, on a des réunions tout le temps. En plus, on rajoute un sujet qui n'était pas présent il y a peut-être 6 mois. Donc, il y a aussi ça, c'est un ajout, pas de contrainte, mais on rajoute du travail. Alors que déjà je suis sous l'eau, donc il faut vraiment que j'ai envie de m'y mettre. Il faut vraiment que j'ai l'outil compétent et efficace. Et en plus, il faut être amené par une énergie groupe, un bon outil, un bon acteur. Mais voilà, c'est ce que j'avais sur les méthodes de formation qui doivent être revues. On n'est plus sur de la formation comme avant. C'est que la remarque que j'avais fait avec Lauriane, c'est la plupart des formations IA, le NPS, il est vraiment très bon. Et je me dis, comment une formation IA, je prends mon exemple, c'est que j'étais pas formateur il y a 2 ans, je faisais pas du présentiel, et mes NPS sont la plupart du temps très bons. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui a changé? Je peux pas former sur le management, peut-être que j'aurais un mauvais NPS, mais en tout cas sur ces formations-là, tout va bien. Donc il y a quelque chose derrière à rechercher, soit c'est l'énergie qu'on y met, soit c'est l'idée. Pour moi, c'est la technologie nouvelle qui fait que ça passionne les gens et que ça donne envie. Donc ce côté-là à prendre en compte. Le besoin terrain, bien sûr, quand on travaille, en tout cas chez mon client, on monte de use case. Donc au niveau de l'innovation que je fais, moi, c'est que j'ai une remontée des académies qui dit, OK, on a un besoin sur la VR, je vais mettre sur la VR, je vais faire un benchmark, et après on peut lancer un POC ou on teste l'outil. Et c'est pareil sur la création de podcasts. Sur la création de podcasts, si une académie a besoin de créer des podcasts, généralement, on me remonte le sujet, je vais benchmarker et j'avance. Et sur les LM, on reviendra au même. J'ai podcast, il y a Notebook LM qui fait des super podcasts. Donc, s'appuyer sur le terrain pour aller chercher et tester les solutions. Dans le cas de Bidis, c'est vraiment en plus, il n'y a pas plus terrain que terrain au niveau de la cible. Donc, c'est le terrain qui fera que ça marchera. L'idée de la gouvernance par le haut qui donne la vision et les solutions, oui, mais ça, c'était avant. C'est que même le COMEX ne comprend pas encore l'impact de l'IA génératif sur les collaborateurs. Ça comprend en termes business parce que ça va faire économiser des sous, ça va faire gagner en productivité si les collaborateurs sont bien accompagnés. Et comme ils ne sont pas accompagnés, je lance, je dis, on fait un grand programme IA, on fait ça, et débrouillez-vous. Sauf que c'est au terrain de décider et au terrain d'avoir les bons outils qui lui plaisent et qui lui parlent. Moi, je suis sur ChatGPT parce que ça me parle et c'est l'outil que je privilégie. Pour me faire changer, on peut mettre sur Claude, mais il faudra m'amener, il faudra m'accompagner. Et ça, c'est important. Ça, c'est plus qu'important. Donc, entre le centralisé qui décide des choses et qui a une vision qui fait comme ça, et le terrain qui dit, non, on ne veut pas faire comme ça, avec les outils d'IA générative, qui sont beaucoup plus forts maintenant que les outils traditionnels qu'on leur présentait en PowerPoint ou autres solutions, on a vraiment un bouleversement. C'est que, en plus de la formation et de l'outil doit être associé, c'est que la direction doit aussi entendre les managers terrain pour voir ce qu'on doit faire. Voilà, c'est tout. Ouais, alors du coup, si je peux compléter un petit peu tout ça et alors comment on a adapté l'outil à tous ces enjeux et quelles solutions nous on propose. Bon, déjà, il y a le fait que Bidis historiquement est un LMS qui vient du mobile learning, donc on a toujours travaillé sur le format court, accessible, des formats digestes, etc., pour que très vite les apprenants soient engagés dans les parcours de formation et puissent compléter des modules sur des temps très courts. Donc ça c'est déjà, on va dire, natif dans le produit depuis très longtemps. Et derrière, comment on est venu ajouter l'IA à tout ça du côté apprenant?
par la création des agences. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, on en a 4 de proposer dans notre. L'idée, c'est que Bdiz, au fur et à mesure, continue à faire grossir cette galaxie d'agents IA. Mais pour en quelques mots sur les 4 agents, pour des mises en application et pour que ceux qui nous écoutent puissent réfléchir à comment ils pourraient les déployer chez eux. Le premier agent, c'est la partie simulation. L'idée, là, c'est vraiment de permettre à n'importe qui de pouvoir s'entraîner à l'oral. Si on pense à du retail, par exemple, il va y avoir des nouveaux produits à pitcher, des offres promo, ce genre de choses sur des temps courts. En fait, on va demander, d'un point de vue managérial, on va demander à nos vendeurs de s'entraîner à maîtriser ce discours plutôt que de solliciter tout le monde sur des temps à la journée, etc., dans une salle pour pitcher le produit. En fait, on va leur donner accès à l'agent IA dans leur poche, sur leur téléphone ou encore une fois sur la tablette disponible sur le point de vente pour aller s'entraîner. L'IA, elle va pouvoir analyser le ton qu'on emploie, la manière dont on va contourner les objections du client, la manière dont le client il a des freins sur l'aspect sécurité de l'offre ou le prix ou le timing, ce genre de choses. L'idée, ça va être de pouvoir s'entraîner sur des personas différents avec des rôles différents. Donc ça, c'est vraiment l'IA de simulation. On revient et on s'entraîne autant de temps qu'on veut. Et quand on a des trous dans la raquette, l'agent va pouvoir nous proposer du contenu intégré du contenu déjà disponible dans l'application pour venir renforcer ce savoir. Après, l'agent question-réponse. Un peu comme les mystery shopping avant, qui étaient mis en place dans le retail, mais qui prenaient un temps fou de mettre en place. Exactement. Sauf que là, chacun gère son temps de formation sur sa journée de travail pour compléter les creux qu'il peut y avoir. Il n'y a pas de client dans la boutique. J'ai le réflexe d'aller m'entraîner parce que je sais que je suis un peu léger sur la maîtrise de ce discours-là, par exemple. La partie question-réponse, c'est beaucoup plus ce que tout le monde connaît. C'est juste on interroge l'agent parce que, par exemple, on ne se souvient plus du prix ou on ne connaît plus bien l'ordre des règles de sécurité quand on accède à un chantier. L'IA va tout de suite nous répondre avec les réponses. Soit elle nous donne la possibilité de pouvoir creuser un peu plus ces notions-là et donc d'aller consommer des capsules de learning sur la thématique interrogée. L'agent de recommandation, on va plutôt être sur pousser automatiquement les bons parcours. Par exemple, dès le premier jour d'un saisonnier. Je prends le cas tout à l'heure, je vais vous parler du cas Amorino, qui est un de nos clients sur la partie retail où on est déployé dans plein de points de vente différents. Eux, ils ont un gros sujet de saisonnalité. Ils ont besoin d'être sûrs que les gens vont pouvoir vite maîtriser les règles d'hygiène, vite maîtriser le discours, vite maîtriser les différentes recettes de glace, etc. Du coup, on sait que Maxime est arrivé tel jour et en gros, on lui donne une semaine pour se former. Tous les jours, l'agent va pousser du contenu pour guider sa progression. Et la partie agent de consolidation, là, c'est plutôt on cherche à ancrer le savoir de manière un peu automatisée. Donc là, ça va être, on va lancer des quiz assez rapides sur les temps morts, par exemple, des collaborateurs qui vont aller chercher à ancrer durablement le savoir sur des thématiques données. Donc, il sait qu'il a un creux sur les règles de sécurité, encore une fois, ou la conformité, si on parle de la banque ou de l'assurance pour des commerciaux, par exemple, sur des secteurs qui sonnent un peu moins terrain de temps en temps, mais voilà des cas d'usage sur lesquels on les accompagne. Donc ça, c'est les agents qui vont permettre de répondre à ça, aujourd'hui, ceux qu'on a créés. Et le fait de les intégrer dans leur quotidien et d'avoir ces approches personnalisées et sectorisées. Nous, quand je vous disais qu'on accompagnait les clients dans la réflexion globale de pourquoi j'ai besoin de l'IA dans mon quotidien, en fait, c'est 11 ans d'existence de Bdiz et d'expérience terrain qui fait qu'on sait que sur le secteur du BTP, c'est ça qui fonctionne, on sait que dans le retail, c'est ça qui fonctionne, et donc on va paramétrer ces agents IA pour que ça réponde à des enjeux du secteur et que ça soit personnalisé par rapport à la cible de personnes à équiper. On n'équipe pas un ouvrier sur un chantier comme un opérateur, par exemple, de maintenance à la RATP, de la même manière qu'un vendeur chez Amorino ou dans du prêt-à-porter. Donc voilà. Ouais. Non, vas-y. Il y a une question subsidiaire, mais vas-y. Ouais, j'allais dire. Et la dernière chose, qui est aussi partie intégrante de Bdiz, c'est le fait qu'on ait déployé aussi cette solution de social learning où on va vraiment chercher le savoir là où il est. Et donc, le terrain aujourd'hui est une source énorme de savoir et de transfert de compétences et de connaissances. Toujours dans l'étude IFOP qu'on a réalisée, 63% des répondants, donc sur le terrain,
disent qu'ils apprennent mieux par leurs propres collègues, qui leur apprennent des gestes métiers, qui leur apprennent des réflexes du quotidien, plutôt que de devoir suivre des modules qui viennent, comme disait Maxime tout à l'heure, top-down, quand c'est le management qui décide un petit peu de tout ce qui doit être su. Bah, parfois, il y a des gros trous dans la raquette, et le fait d'être dans cette logique de partage entre pairs, agrémenté de justement de l'usage des agents IA, va venir compléter un petit peu tout ce savoir. Voilà, des choses à avoir bien en tête sur comment nous, on a été adapter le produit par rapport à ces enjeux et comment on a créé les agents IA pour répondre à ces problématiques. Et du coup, la question subsidiaire, c'est à partir de quelle taille d'entreprise on peut considérer qu'un agent IA est rentable et facilement déployable et adoptable. Alors, pour l'instant, par rapport déjà au timing de déploiement qu'on a, je pense qu'il faut encore qu'on ait plus d'usage chez nos clients depuis qu'ils les ont adoptés pour vraiment avoir de la data, on va dire constructive, parce qu'ils font des essais, ils déploient par exemple les agents de simulation sur un certain nombre de points de vente. Si on parle par exemple d'Amorino, d'ailleurs si tu veux passer sur la slide suivante, quand on parle des cas concrets, Amorino, on n'a pas déployé les agents IA. En tout cas, on n'est pas dans cette logique de déploiement des parcours d'onboarding ou complètement automatisés dans tous les points de vente. Donc, en fait, ils font des essais pour pouvoir mesurer aussi le ROI. On va avoir une capacité à être plus à même, en tout cas, à répondre plus rapidement je sais pas moi, le taux de complétion des capsules va être bien plus important là où on va booster l'usage par l'IA plutôt que de laisser l'outil dans les mains des uns et des autres. La manière d'onboarder aussi des personnes sur ces enjeux de saisonnalité va être un petit peu différent. Là, on est dans le cas de par exemple, à Morino, aujourd'hui, on est déployé sur 5000 employés au total. C'est très variable en fonction de la saisonnalité. 5000, ça va être quasiment quand on va être au top de la saisonnalité, donc l'été, avec beaucoup plus de personnes dans les points de vente. On a réussi aussi à optimiser, à améliorer tout ce qui va être commentaire, avis client sur la partie purement service client de chez Amorino, par exemple. Et super cas d'école. Est-ce que Maxime, tu en as aussi de ton côté peut-être des... Moi, je veux bien commencer comme ça. Je pars par de la provocation, excusez-moi, parce que moi, je voulais vraiment aborder aussi quelque chose qui n'est pas lié à l'outil et qui n'est pas lié à de l'IA. C'est ce qu'on a co-construit avec Safran. C'est une exposition itinérante IA Gen Tour, ça s'appelle IA Gen Tour pour l'école bleue. Pas d'outils, pas d'IA, pas de e-learning. C'est une expo itinérante qui se déplace sur tous les sites industriels. L'objectif de cette exposition, c'était de renforcer la culture numérique des cols bleus et de les accompagner dans le changement culturel et technologique. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on leur accorde de l'importance, on vient très proche d'eux avec beaucoup de proximité et les stands ont vraiment été créés pour eux. Donc, avec des mises en situation, avec des tests, avec pas mal d'images, de couleurs et un beau circuit. On a fait toute la scénographie aussi. Et les retours sont très, très bons. Donc, on s'est vraiment adressé à eux. On a été proches, on s'est installé dans les cantines. Non, mais ça joue aussi énormément. Et il y a eu vraiment de l'expérientiel. Donc, c'est pour ça que je remets aussi un peu de sens et d'expérientiel derrière l'outil, parce qu'il n'y a pas que l'outil. Et ce qui est intéressant derrière ça, comme d'hab, on revient à la stratégie, c'est qu'ils se sont rendus compte que l'école bleue, finalement, avec cette expo qui était quand même super, ils étaient limite plus fortement sensibilisés que les directions. Donc, ils sont en train de dupliquer cette expo, justement, pour la faire pour une cible de direction de site qui n'était pas forcément, finalement, sensibilisée, informée sur tous ces sujets-là. Donc, moi, ça revient à ce que disait Maxime sur le premier levier d'acculturer, d'informer par l'intérieur et puis surtout même l'exemple que citait, je sais plus si c'était Lucas ou Maxime par rapport à McDo où il y avait les tablettes dans les salles de repos vraiment pour que les gens puissent s'approprier aussi le discours, l'outil et la technologie. Exactement. Moi de mon côté, c'est vrai que l'école bleue c'est moins la population, même si ma première mission c'était un acteur du ferroviaire et il y avait l'école bleue qui était touchée. C'était assez intéressant au niveau technologique, formation qui leur a été proposée. Au niveau de l'IA, on est
je ne sais pas si on va parler de code bleu en tout cas, c'est sûr que l'IA, elle va impacter tous les métiers sur toute l'échelle. Ceux qui restent, ceux qui sortent du lot, c'est avec ces métiers manuels parce que on va pas dire à un plombier d'être remplacé par une IA. Pour l'instant, ça ne le fait pas. Mais il y a quand même un effet de bord et un effet domino, c'est qu'il y a des postes qui vont être remplacés, ça va impacter le reste. Au niveau de mon client, voilà, c'est ça aurait pu avoir lieu avant, c'est tout ce qui est gestion administrative qui est revu et supprimé. Donc, si moins d'administratifs, forcément, ça a un impact sur l'entreprise et toute la suite. Moi, j'ai mis des cas d'usage plus, on va dire, c'est col bleu, c'est que l'impact, clairement, il se fait ressentir chez Amazon, mais c'est plus sur ceux qui sont dans les bureaux. Accenture le fait sur ses consultants. L'Oréal propose un cadrage de l'IA. Donc, moi, c'est plus des retours d'expérience sur ce que je peux voir. Et comme je disais tout à l'heure, les cols bleus sont un peu délaissés du sujet, et je pense qu'ils ont vraiment un rôle à jouer sur cette révolution parce que je prends l'exemple voilà, c'est ce que je fais en ce moment, c'est que je fais du vibe coding, donc qui est le sujet pour 2026. En gros, moi, un col bleu, mais j'ai besoin de faire des comptes rendus de réunion. Donc, imaginons un meeting, j'ai créé ma petite application. Bien sûr, il faut penser RGPD, IA, sécurité des données, mais ma petite application personnelle qui répond à vos besoins pour transcrire un meeting et obtenir la plan d'action. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire. J'ai créé un système d'apprentissage de langue des signes. Donc ça, c'est aussi à portée de tout le monde. Donc, si une personne a besoin d'une application, il va mettre la main dans l'IA pour faire du live coding, comme je peux le faire, comme c'est ouvert à tout le monde. Et ça va aussi changer un peu le marché, le marché des applications, parce que je pense que du coup, les cols bleus vont avoir un impact sur les cols blancs. Contrairement avant où c'était, je dirais, le chemin inversé. C'est qu'on a des technologies qui sont accessibles de tous et qui, en plus, du coup, là, qui sont déployées au niveau des cols bleus. Mais du coup, quel est le revers de la médaille là-dessus? Est-ce que c'est pas la revanche des cols bleus sur les cols blancs pour utiliser les mêmes outils, être aussi compétent et voire plus compétent? On parle souvent la comparaison, c'est souvent ceux qui vont être sauvés avec l'IA, c'est pas les petits jeunes, on va dire les débutants, parce qu'ils vont utiliser l'IA à mauvais escient et une mauvaise utilisation. C'est les seniors qui, je pense, vont être un peu plus réduits avec le temps, mais on va avoir une utilisation réfléchie et bien utile. Donc, si le col bleu, il a un bon outil sous la main et il travaille tous les jours avec, disons qu'il va être très performant et en plus employable par son employeur et compétitif sur le marché du travail. Ouais. Alors, je rebondis juste là-dessus parce qu'effectivement, c'est une des métriques qu'on a réussi à mesurer chez 2 acteurs de la distribution et sur des populations plutôt orientées force de vente. On a des clients comme Wurt et Big Mat, donc des distributeurs un peu spécialisés sur des sujets un peu techniques aussi. Le vrai défi, c'était d'aller aider les vendeurs en magasin ou les différents commerciaux itinérants. Alors, si on doit s'arrêter plutôt sur les vendeurs en magasin, c'est des personnes qui ont un discours technique à la base. Ils sont capables de parler des différents produits, de matériaux, de travaux, ce genre de choses. Mais ce n'est pas des vendeurs en tant que tels. Ils n'ont pas de technique de vente pure. Là où on a réfléchi à l'application de l'IA chez eux, c'était de les pousser à avoir en tout cas une utilisation quotidienne de Biddies. Aujourd'hui, on le mesure il y a un tiers des salariés chez Wurt notamment qui ouvrent tous les jours et qui consomment tous les jours du contenu de formation parce que on a amené la formation à eux et parce qu'on l'a mise dans un contexte où ils en ont besoin pour eux-mêmes bien faire leur job, bien présenter les produits, connaître la richesse du catalogue, avoir le réflexe d'aller regarder une fiche produit ou technique quand il y a une question d'un client et là où ils n'ont pas la réponse. Donc, ils vont pouvoir soit interroger la partie IA quand ils sont équipés de l'agent, soit effectivement juste avoir le réflexe de regarder dans le contenu. Donc, ça, c'est des choses qu'on va aller mesurer. Et en plus de ça, le taux de complétion des capsules, j'en ai déjà rapidement parlé tout à l'heure sur le fait que Biddies a toujours pensé au format pour que ce soit le plus adapté possible. Avec l'arrivée de l'IA, justement pour mieux consommer toutes ces différentes capsules, en fait, on va pareil augmenter encore le taux de complétion de ces capsules parce que le jour où un vendeur va chercher une réponse et va se retrouver à consommer la capsule, il va forcément aller au bout vu qu'il cherche une réponse. Et donc, on va optimiser comme ça le pourcentage de taux de complétion.
Tu peux passer, Sarah, peut-être à la slide suivante. J'avais juste un autre cas pour changer un peu de secteur, parce qu'on a beaucoup parlé j'ai beaucoup parlé de soit de restauration, retail, etc. Mais un cas qui est très très parlant, c'est avec la CLMTP. On a, pour ceux qui veulent avoir l'intégralité du webinaire avec eux, on a un cas client qui est complètement disponible sur notre site. Mais là où il faut comprendre, quand on amène le bon outil dans la poche, en tout cas ce qui nous concerne via le téléphone, dans la poche des usagers et des collaborateurs terrain, on a des vrais impacts très importants. La CLMTP, ils ont 70% de leurs travailleurs, enfin déjà beaucoup sont des intérimaires, et beaucoup travaillent sur les chantiers de nuit et le week-end. C'est un des sous-traitants de la SNCF, c'est eux qui font tous les travaux sur les lignes ferroviaires. Donc il y avait deux gros enjeux. Il y avait le fait de pouvoir vite onboarder les personnes et leur indiquer quelles sont les mesures de sécurité, quel est le protocole à suivre quand on arrive sur un chantier, ce genre de choses. Et en plus de ça, l'aspect purement sécuritaire, tout ce qu'il faut maîtriser avant qu'on arrive sur un chantier. Depuis qu'ils sont équipés de BDIS, alors on va essayer de le booster encore plus avec l'usage de l'IA, mais depuis qu'ils sont équipés de BDIS, en 2023, ils ne l'étaient pas, ils avaient 25 accidents dans l'année. En 2025, ils en ont eu plus que 2 accidents. Donc ça montre que, en tout cas, c'est là où eux avaient un vrai pain point, c'était d'être en mesure de mieux contrôler l'onboarding et que leurs travailleurs puissent arriver dans des contextes sereins au travail et puissent suivre rapidement du contenu pour les rendre opérationnels le plus tôt possible. C'est hyper intéressant. Je vois qu'on est quand même tenu par le temps. On a un peu excédé, mais il y avait une question posée par Isabelle qu'on se proposait de couvrir avant de clore ce webinaire. Si d'autres questions vous venez, n'hésitez pas à mettre dans la chat box. Isabelle se demandait si tu pouvais, Lucas, développer en quoi BDIS permet le social learning. Le social learning, ouais. On a quand un utilisateur arrive sur son espace applicatif sur BDIS, il va avoir une page d'accueil où il va retrouver tout son contenu et il va y avoir un autre onglet qui s'appelle le flux. Il faut considérer le flux comme un espace communautaire, comme on peut consommer aujourd'hui du Instagram, du Facebook, etc. On appartient du coup à une communauté d'apprenants. Donc tout ça, c'est réglé et géré en admin côté back-office. Donc c'est les équipes de conception ou RH qui vont décider qui fait partie de quel groupe, etc. Et donc on a accès à sa communauté. Donc par exemple, j'arrive chez Amorino, l'ensemble des saisonniers qui vont arriver sur les points de vente parisiens vont faire partie de la même communauté et donc ils vont avoir accès au même type de contenu et ils vont pouvoir partager. Par exemple, j'arrive sur mon point de vente, ce matin j'ai fait ça pour démarrer plus vite, pour ouvrir plus vite la boutique, ce genre de choses. Il va pouvoir filmer ou partager ses bonnes pratiques et donc l'ensemble des autres apprenants qui font partie de sa communauté vont avoir accès à ce contenu. C'est pas forcément du contenu qui aura été généré en amont par les équipes de formation, mais ça va être du coup des nouveaux réflexes observés directement sur le terrain. Et donc, cet espace social learning, ça permet aux gens d'interagir entre eux. Ils peuvent commenter le contenu déposé par quelqu'un d'autre. Bien évidemment, le contenu, j'allais y venir. C'est moi. Modération. En gros, dès que quelque chose est filmé ou est partagé, il y a des personnes qui sont, et ça encore une fois, on le pilote comme on veut en termes de setup au départ, mais les personnes, il peut y avoir quelqu'un qui valide si le contenu est pertinent ou pas. Bien évidemment, l'idée, c'est pas que cet espace de flux communautaire devienne le Far West. Ça reste quand même, ça reste modéré, il faut que ça reste utile dans le sens de l'apprenant et de la thématique. Tout ça, c'est bien évidemment des choses qu'on paramètre dans le déploiement de BDIS au départ. C'est pas parce qu'on a fermé l'espace flux à X personnes qu'on ne pourra pas l'ouvrir après. Bref, tout ça, c'est des choses qui sont bien évidemment modulables en direct, en live, en fonction de l'usage. Donc, voilà comment on va chercher le savoir là où il est et qu'on permet cette transmission pair à pair qui du coup vient nourrir beaucoup de... en tout cas, ça donne pas mal de nouveaux points de connaissances ou de compétences à des personnes qui seraient utilisateurs. Ouais, c'est une forme d'organisation apprenante, c'est hyper exactement. top. Exactement. Super. Merci à vous. Le webinaire touche à sa fin. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans la chat box.
En tout cas, je vous remercie, Lucas, Lauriane, Maxime. Si, ou est-ce que tu vois une autre Non, j'ai dit question? merci, pardon, j'ai dû être coupée, donc j'ai dit merci. Vraiment, si 3 choses à retenir, c'est la vision stratégique à absolument mettre en place en amont avant de choisir des outils, choisir des solutions. 2, c'est vraiment embarquer les équipes, mais depuis le terrain, pas top-down, et vraiment s'assurer que les besoins viennent du terrain et n'ont pas été pensés déconnectés de la réalité. Et 3, bien évidemment, c'est cette approche co-construite à l'écoute des enjeux des clients et pouvoir développer les bons agents, les bons paramètres, les bonnes solutions, notamment celles que propose Bidis, mais toujours avec un accompagnement, l'accompagnement humain pour favoriser l'adoption et favoriser bien évidemment l'alimentation de ces outils-là. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? En fait, je pensais juste à quelque chose. Ouais, la synthèse est très très bien. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, quand les clients sont bien conseillés et ont bien fait l'étude de leurs besoins en termes d'apprentissage, je pense juste à ça parce que j'ai encore l'exemple de Big Mat sous les yeux qui est affiché. Je vous parlais de l'application d'un agent de simulation, par exemple. Donc, chez eux, les vendeurs en magasin sont plutôt des techniciens et pas forcément des vendeurs. Ils se sont posé la question de comment donner plus d'armes et de compétences commerciales à ces vendeurs-là. Et en fait, en réfléchissant à agent de simulation, ils ont la possibilité de s'entraîner à répondre, par exemple, à un client qu'il faudrait relancer après qu'il lui ait envoyé un devis, par exemple. Un vendeur a fait un devis à un client qui est passé en boutique, ça fait 7 jours, il faut qu'il le relance pour savoir où il en est dans sa réflexion. C'est des techniques de vente. Et un vendeur technicien dans l'âme et pas commercial va pas forcément être très à l'aise à faire ça. Et donc, ils ont réfléchi à ce pain point-là. Et donc, nous, on les a accompagnés à créer le bon agent de simulation pour permettre aux vendeurs de s'entraîner dans plein de cas. Voilà, je voulais juste terminer sur ce petit point qui exprime un petit peu le fait qu'effectivement, quand on pense bien la raison de l'outillage et qu'on construit l'outil derrière, ça marche beaucoup mieux. Merci Lucas. Merci à tous. Merci. N'hésitez pas aussi à ceux qui sont encore en ligne à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, si vous voulez approfondir le sujet. On est toujours disponible côté Bidis et côté First Group. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et un bon déjeuner. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.